Le gouvernement manifeste sa compassion vis-à-vis des familles des victimes de l'accident intervenu jeudi dernier sur l'axe Bobo-Dédougou. Une délégation ministérielle a fait le déplacement. Elle est allée au centre hospitalier régional de Dédougou pour constater les conditions de prise en charge des blessés. Et puis nous visiterons dans ce journal le marché à bétail de Djibo qui draine tous les mercredis du beau monde. Ghanéens, Nigériens et Maliens y viennent pour leurs affaires. Ce marché est un véritable facteur d'intégration et de développement économique du Sahel. Moumouni Soubega nous le dira dans quelques instants. Et puis les Sénégalais fuient Bangui pour regagner leur teranga d'origine. Ils fuient les exactions d'une crise interconfessionnelle. En l'espace de 3 jours, ils sont 600 à regagner le Sénégal dans la tristesse. Madame, Messieurs, bienvenue aux 20h. Une délégation gouvernementale s'est donc rendue à Kari sur les lieux de l'accident qui a fait avant-hier 19 morts et 11 blessés graves. Le ministre délégué en charge des transports conduisait la délégation qui est allée constater le drame et témoigner de sa compassion vis-à-vis des victimes, des familles. La mission gouvernementale a également rendu visite aux blessés pris en charge au niveau du centre hospitalier régional de Dédougou. Le reportage de Moumouni Barou. Difficile de s'en remettre lorsqu'on est face à un tel drame. En effet, c'est ici à Kari que la vie sur terre de 20 passagers s'est brusquement arrêtée suite au choc de ces 2 véhicules. Alerté, le gouvernement a ainsi dépêché sur les lieux une délégation conduite par le ministre délégué chargé des Transports, Baba Djemé, pour soutenir les familles éplorées. Nous sommes sous le coup de l'émotion, mais le Premier ministre, chef du gouvernement, a tenu à ce que un membre du gouvernement vienne apporter la compassion de tout le gouvernement aux familles éplorées, j'allais dire aux familles durement éplorées. Parce que ce sont des gens pleins de vie qui ont quitté leur famille pour une raison ou une autre et qui ne sont pas arrivés à destination. Également présent à Kari pour la circonstance, le directeur général de l'Office national de sécurité routière interpelle tout usager de la route à adopter un comportement responsable afin d'éviter ce genre d'événements tragiques. La sécurité routière, c'est l'affaire de tout le monde, le comportement de chacun de nous, celui le voyageur comme le transporteur. Et je souhaiterais que tous les usagers de la route, tous ceux qui voient, nous tous, qu'en empruntant un véhicule, nous posons même un certain nombre de questions. Dois-je protéger ma vie ou dois-je laisser ma vie entre les mains de quelqu'un d'autre? Et je souhaite que chacun de nous prenne des dispositions pour protéger d'abord sa vie. Et pouvoir, lorsque on est dans un véhicule, on constate qu'il y a des excès de vitesse, qu'on puisse dire, que les passagers puissent dire, attention, c'est nous que vous transportez, c'est pas vous qui courez. Ensuite, que chaque chauffeur de transport en commun qui s'installe au volant, qu'il se dise qu'il a la destinée de plusieurs personnes en main. Après l'inhumation, les autorités se sont rendues au centre hospitalier régional de Dédougou pour s'enquérir de l'état des blessés. Après échange, sous les 22 admis à l'hôpital, 2 sont dans une situation critique, 8 graves. Quant aux autres, ils souffriraient de blessures légères, nous a confié le médecin-chef du bloc opératoire. Le début de l'année n'aura pas été du tout repos pour l'administration douanière du Centre-Est qui a lancé un vaste coup de filet contre les motos non dédouanées. L'opération s'est menée à Koupela et à Tinkourgo avec la collaboration de la police et de la gendarmerie. Plus de 200 motos ont été saisies. Cette action coup de poing entre dans le cadre de la lutte contre l'incivisme fiscal et le grand banditisme. Reportage signé de Daniel Kambou. C'est une opération conjointement menée par la police, la douane et la gendarmerie. Les principales villes de la région du Centre-Est, à savoir Tinkourgo et Koupela, ont été bouclées par les forces de l'ordre. Les résultats, c'est ce que nous voyons. Plus de 200 engins en 2 roues non dédouanés saisis, ainsi que 3 véhicules non à jour. En réalité, la douane travaille pour la population, elle ne travaille pas pour elle-même.
qu'il faut que la population nous aide davantage. Et ce qui s'est passé aujourd'hui démontre que si la population veut, elle peut aider la douane à travailler. De par sa position frontalière, le centre-est est réputé être une région de fraude et de grand banditisme. Comment arriver à bout de ces phénomènes qui ruinent l'économie de notre pays et mettent à rude épreuve la quiétude de nos populations? C'est le résultat que pourraient atteindre de telles actions. Nous avons organisé des émissions radiophoniques dans les villes de Garango, de Tenkodogo, de Kupela, de Puitenga, et de Wargaï pour expliquer, pour donner les missions même de l'administration des douanes et inviter les usagers à venir vers nous, voilà, pour accomplir leurs formalités. Mais nous constatons qu'avec les résultats que nous avons eus avec cette opération, malgré tout cela, voilà, des gens ont continué à faire comme avant. Ça veut dire qu'ils ont introduit leurs véhicules sans accomplir les formalités. Alors, comme c'est une opération spéciale, ce que nous voulons, c'est que ceux qui ont vu leur engin saisi, qui viennent les dédouaner à hauteur de 107 000 francs. Mais bien sûr, comme ça a été saisi, il faut aussi payer une amende de 50 000 francs CFA. Du même coup, c'est l'autorité de l'administration douanière qui se trouve ainsi renforcée. Cela pourrait également constituer un encouragement pour ces hommes au béret noir qui sont tous les jours à la première ligne de ce combat. La salle d'audience du tribunal de commerce a abrité depuis le matin le 3e congrès ordinaire du syndicat des greffiers du Burkina. La place et le rôle des greffiers dans l'efficacité de la justice au Burkina Faso sera discuté et en conséquence des revendications seront faites pour accompagner le corps dans l'accomplissement de sa mission. L'autre enjeu de ce congrès, c'est l'élection d'un nouveau bureau qui devra donc défendre les intérêts moraux et matériels des greffiers. Reportage signé de Jacques Lamissa Tarpaga. Les greffiers veulent réaffirmer leur place et leur rôle dans l'appareil judiciaire au Burkina. Ils sont souvent mal perçus et ce congrès 3e du genre permettra de lever un coin du voile pour plus d'efficacité de la justice. En tant qu'auxiliaire de justice, le greffier est le premier assistant, le premier collaborateur et ses fonctions sont développées par les textes précis réglementaires. Il faut dire qu'on en arrive parfois, et même c'est la réalité, à présenter le greffier comme le pivot du fonctionnement de la justice, la porte d'entrée et la porte de sortie. Ces auxiliaires de justice regroupés au sein du syndicat des greffiers du Burkina font également une halte pour dresser le bilan des actions passées il y a 2 ans. Ce sera l'occasion de faire le point, le bilan de l'activité du bureau suivant. Et le congrès sera aussi l'occasion de renouveler le bureau. Parce que le texte prévoit que le secrétaire général ne peut pas plus de 2 mandats. Et c'est notre article 14 et nous allons respecter la lettre et l'esprit de cette article. Le syndicat des greffiers du Burkina existe depuis 2005 et il est à son 3e congrès ordinaire. Une dynamique saluée par les syndicats invités, les dévanciers, mais aussi l'administration pour qui le syndicat est un partenaire social. Le rassemblement des écologistes du Burkina réagit à nouveau au message du chef de l'État dans son aspect relatif à la modification au nom de l'article 37 de la Constitution. Son président Ramou Ouédraogo était face à la presse pour un bilan d'une année d'activité du RDEB. Le reportage de Maxime Zongo. Bilan 2013 et perspective, voilà les grandes articulations de cette conférence de presse, la première de l'année 2014 du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, RDBF. Au cours de 2013, le parti, selon son porte-parole, aura réalisé de nombreuses actions. On retiendra entre autres sa participation à plusieurs rencontres dans le cadre du renforcement de la démocratie dans l'état de la mise en œuvre des recommandations des réformes politiques, le Forum national sur la cohésion sociale, le débat sur la question du vote des Burkinabés de l'étranger et bien d'autres. Commentant l'actualité politique nationale, le président du parti prône le dialogue avec l'ensemble des acteurs et surtout avec le président du Faso.
un passage obligé à ses yeux pour une alternance pacifique. Il faut que les Burkinabés s'asseyent tous autour d'une table, y compris avec les autorités morales, pour échanger sur l'avenir de ce pays. Le pays n'appartient ni à Blaise Compaoré, ni au CDP, ni à l'opposition. C'est l'ensemble de Burkina Faso, des composants de la nation. C'est tout le monde qui doit s'asseoir autour de la table. Mais remarquez, quand il y a des guerres quelque part, les gens se battent, et quand ils finissent de se battre, ils s'asseyent autour de la table. Commençons par le dialogue avant que le chaos ne s'instaure. S'agissant de l'échéance de 2015, le RDBF, selon son président, se prépare activement. Dans ce sens, un programme sera bientôt dévoilé. Pour les importantes décisions, elles seront fonction de l'évolution des choses. En attendant, Ramou Ouédraogo lance un appel au regroupement d'une opposition républicaine et patriotique qui prenne en compte l'intérêt supérieur de la nation. Le consul général du Burkina à Abidjan repose désormais dans la cour paternelle Sisa Yimdi, une localité située sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, juste après le péage. Patrice Kafando a été accompagné par une foule de parents, d'amis et de collègues de l'église Saint-Sébastien du camp général Sangoulé-Lamizana à Yimdi. Jonas Wemba et C. Sylvestre Da témoignent. Patrice Kafando repose désormais ici à Yimdi, à la sortie ouest de Ouagadougou, route de Bobo-Dioulasso. Précédemment consul général du Burkina à Abidjan, Patrice Kafando est décédé le 29 décembre dernier à l'âge de 52 ans de suite d'une courte maladie. Sa dépouille mortelle est arrivée à Ouagadougou dans la nuit du 3 janvier aux environs de 21h et conduite aussitôt au domicile familial à Ouidi. Là, une veillée de prière lui est consacrée par ses proches. Aux environs de 8h ce samedi 4 janvier, la dépouille mortelle de Patrice Kafando arrivait à l'église Saint-Sébastien de Gounguin pour l'absoute. Prières et bénédictions ont ponctué la célébration eucharistique dite pour le repos de son âme. De l'église, le défunt est accompagné par les nombreux parents, amis, collègues et connaissances dans la concession paternelle à Yimdi, où il est enterré aux environs de 12 heures. Tout au long de tes 28 années de carrière bien remplies, tu t'es toujours distingué par ta disponibilité permanente, ton ardeur au travail et ton sens élevé du service public. Courtois, serviable et dévoué, tu t'es toujours imposé par ton professionnalisme. C'est tout naturellement que tu as été élu homme de l'année 2011 par la communauté burkinabé vivant dans la juridiction d'Abidjan. C'était vraiment un de nos grands frères qui rassemblait toujours autour de lui. Dès qu'il était à Ouagadougou, il nous appelait et on le rejoignait où il est, ou bien il nous rejoignait où nous sommes pour nous donner des conseils et puis causer de la famille. L'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire a conduit la délégation qui a accompagné la dépouille mortelle du consul Patrice Kafando depuis Abidjan. Pour Justin Koutaba, le Burkina vient de perdre un grand homme, un grand diplomate. C'est un grand serviteur, un grand commis de l'État qui a un sens élevé de l'administration et surtout qui aimait et qui était aimé par la communauté, qu'il servait avec beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation, beaucoup de compréhension, beaucoup d'ouverture d'esprit. Aujourd'hui, il s'en est allé, nous en souffrons énormément. Mais comme on dit, c'est la volonté de Dieu et nous souhaitons et nous prions que son âme repose en paix. Patrice Kafando est arrivé en Côte d'Ivoire en avril 2010 comme consul général du Burkina à Abidjan. Diplomate de formation, il a aussi occupé les postes de chef de service cérémonial à la direction du protocole d'État, conseiller à l'ambassade du Burkina à Tokyo au Japon, conseiller technique du ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale. Il est décoré de la médaille de chevalier de l'ordre national. Patrice Kafando laisse derrière lui une épouse et 4 enfants inconsolables. Une oraison funèbre émouvante dite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, M. Somda. Une autre personnalité qui quitte la scène, c'est Simon Ilboudo. Il aura marqué l'histoire de la radiodiffusion et de la télévision du Burkina dans les années 1970. Il s'est fait un nom à travers l'émission Tour d'horizon de l'actualité de la semaine, une des émissions les plus prisées à l'époque. Le mérite de l'homme a été vivement salué en ce jour au moment de le conduire à sa dernière demeure. Reportage de Isaïe Parkouda.
Les auditeurs et téléspectateurs des années 70 se souviennent de l'homme de micro qui a tiré sa révérence le lendemain du Nouvel An. Son émission, un tour d'horizon de l'actualité de la semaine, était la plus suivie. Il a servi la radio et la Volta Vision d'en haut comme d'en bas, puisqu'il fut directeur de l'institution entre 1975 et 1978. Simon, c'était une grande voix de la radiodiffusion, une grande voix de la télévision. C'était un professionnel abouti. Moi, j'ai travaillé à ses côtés, j'ai appris à ses côtés. Et aujourd'hui, c'est bien évidemment, comme je l'ai dit, une grande perte. Et toute la famille de la presse pleure ce grand homme. Et ce que je retiens de lui, il est le prototype même du professionnel. Il m'a guidé dans mes premiers pas et j'ai pris avec lui un certain nombre de repères. Il avait du souci de bien écrire, parce que pour lui, le journal, c'est ce qui est bien écrit. Ensuite, le journal, c'est ce qui est bien présenté. Et aussi, le journal doit être dit et non lu. Et c'est vraiment le journal parlé. Simon Il Boudou aura donc contribué à construire une part significative de la radio et de la télévision qui a fêté le 5 octobre dernier ses 50 ans d'image et de son au service de l'information et de la formation des populations. C'est ce mérite que ses confrères et consoeurs, ses amis et les politiques l'ont accompagné de son domicile à l'église jusqu'à sa dernière demeure salue en sa mémoire. Au-delà du professionnel de l'information, Simon Il Boudou était un homme attentionné, un bon père de famille. Sa disparition nous attriste énormément. C'est une perte considérable et inexplicable. Nous t'aimons et que la tête soit légère. Simon Il Boudou repose désormais au cimetière de Nagrin. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Nous allons parler à présent d'économie. La culture du tournesol est en expérimentation à Farakoba et dans la vallée du Kou et dans plusieurs autres localités. Cette spéculation porte un fort potentiel économique pour le Burkina et ses producteurs qui peuvent en tirer d'énormes profits. Pour accompagner l'extension de la culture, les encadreurs agricoles étoffent leurs connaissances sur l'itinéraire de production de cette plante. Ils sont allés visiter les exploitations expérimentées de culture du tournesol. Anhadi Sandamba. Au Burkina Faso, les besoins en huile alimentaire s'établissent à environ 50 000 litres par an, dont seulement 38% sont couverts par la production nationale. Une production issue principalement du coton. C'est le constat fait par l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. Et pour passer de 38 à au moins 50% de la production, l'INERA propose la diversification des espèces oléagineuses, en l'occurrence le tournesol, dont la teneur en huile varie entre 35 et 45% en fonction du poids de la graine, d'où sa vulgarisation. Au niveau du ministère des Recherches scientifiques, nous avons retenu cette année le tournesol comme une alternative de production pour remplacer, pour améliorer l'offre de production d'huile alimentaire. Et nous avons engagé ce projet et que pour l'année 2013, nous avons prévu de tester, d'essayer, de produire des semences et des semences qui vont être utilisées, qui vont être distribuées au niveau des producteurs. Mais en attendant cette phase de distribution, il faut former les acteurs agricoles sur l'itinéraire de production de la plante. C'est donc dans ce sens qu'après 48 heures d'exposé sur le tournesol, ces encadreurs agricoles ont pris d'assaut les différents périmètres d'expérimentation du tournesol en vue d'étayer davantage leurs connaissances sur la plante. Ils seront donc des relais auprès des producteurs de leurs régions respectives. Des chercheurs burkinabés à l'école brésilienne pour s'inspirer de l'expérience de cette puissance émergente d'Amérique latine en matière de production agricole et fruitière. Ce voyage d'études a été financé par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche agricole. Un transfert de technologie réussi devrait permettre une mise en œuvre réussie du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Le reportage est signé de Karim Sissi. C'est un secret de polichinelle. Le Brésil constitue de nos jours un modèle dans plusieurs domaines pour bon nombre de pays africains. Aussi, ce pays a beaucoup de similitudes avec l'Afrique du côté climatique et culturel.
Ce n'est donc pas un hasard si, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, le Conseil Ouest et Centrafricain pour la recherche agricole a initié un voyage d'études au Brésil. À travers cette rencontre, il s'agit pour l'équipe de restituer les résultats de ce voyage. Le Brésil excelle dans tous les domaines, aussi bien dans les productions agricoles, fruitières, tout. Donc, pour nous, c'est de voir, sur la base de ces performances-là, comment nous pouvons effectivement nous inspirer de leur expérience pour pouvoir avancer dans nos activités de recherche. Le ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation fonde un grand espoir sur les résultats de ce voyage. Pour Nissa Isaïe Konaté, ils permettront au Burkina Faso de s'inspirer des performances au plan agricole qui placent le Brésil au rang des pays émergents. Le voyage d'études visait justement à s'inspirer en quelque sorte de l'expérience du Brésil pour gagner du temps dans ce que nous allons faire et pour en fait en quelque sorte ne pas répéter certaines choses qui ont déjà été faites. Au finish, tous les acteurs du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest seront informés. Des informations qui leur permettront à chacun de tirer des leçons de l'expérience brésilienne en matière de recherche agricole et fruitière. Le tournesol permet, dans sa transformation, de générer des sous-produits et bons pour l'alimentation du bétail. C'est une plus-value pour un pays où l'élevage constitue un important pilier de l'économie. Djibo donne justement à voir le potentiel burkinabé en matière de production d'ovins, de caprins et de volailles. C'est l'un des plus importants marchés à bétail du Burkina. Ghanéens, Nigériens et Maliens y viennent. Le marché de Djibo apparaît comme un véritable facteur d'intégration et de développement économique du Sahel. Visite guidée du marché dans ce reportage de Momouni Soubaïga. C'est l'un des poumons économiques de la province du Soum, le marché à bétail de Djibo. Tous les mercredis, il constitue le centre des affaires par excellence des acteurs de la filière bétail viande du Burkina et d'ailleurs. Chaque mercredi, on peut démontrer au moins 2000 têtes de bovins dans le marché. Près de 3000 à 4000 têtes d'ovins et de caprins dans le marché de bétail. C'est un marché dont la réputation dépasse les frontières du pays. Chaque jour de marché, ce sont des milliers d'animaux qui sont écoulés vers les grands centres de consommation du Burkina et vers les pays voisins comme le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nous fréquentons ce marché depuis plus de 20 ans. Nous achetons des animaux ici pour les revendre au Ghana. C'est une activité qui rapporte beaucoup. Ce marché nous est très utile. Et les acheteurs viennent au niveau du Burkina, et notamment à Ouagadougou, Pouitenga, Bobo, Waiguia. Nous avons le Mali et le Niger également. Nous allons vendre, nos commerçants ici prennent les animaux et ils vont vendre ça au marché de Terra au Niger. Voilà, et les Ivoiriens viennent, les Ghanéens viennent acheter et les Burkinabés aussi viennent acheter, amener en Côte d'Ivoire. Voilà, même jusqu'au Nigeria. Au plan économique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au-delà des chiffres d'affaires réalisés par les vendeurs, des taxes sont régulièrement collectées à chaque marché et les recettes annuelles se chiffrent à près de 80 millions de francs CFA. Nous avons deux types de recettes sur le marché à bétail. Il y a le droit de stationnement, ça fait 500 francs pour le gros ruminant et 200 francs pour le petit ruminant. Ça, c'est les collecteurs de la mairie qui le perçoivent. Maintenant, la taxe de sortie, c'est le comité de gestion. 50 francs petit ruminant et 100 francs le gros ruminant. On a environ 60 millions pour la taxe au niveau seulement du marché à bétail. Ce marché est aussi considéré comme une aubaine pour la commune de Djibo. Les taxes collectées grâce à ce marché contribuent à hauteur de plus de 52% dans le budget communal. Il y a des personnes, des familles qui vivent de ce marché parce qu'ils rentrent au marché le mercredi, ils ont de l'argent pour toute la semaine jusqu'au mercredi suivant. Et c'est le marché de bétail, en tout cas apporte beaucoup à la commune. Même au niveau du budget communal, nous avons des recettes d'environ 52 millions par an
recettes sont composées en tout cas des taxes de stationnement bétail et des taxes de sortie et les certificats d'origine. Le marché à bétail de Guibo profite également à plusieurs autres acteurs. Les intermédiaires et autres vendeurs ambulants y gagnent leur vie. Je vends le jonkom et Nyamakouli. Par jour de marché, je gagne 5 000. Ça dépend 5 000. J'achète bien. Le marché bien. Il y a certains qui viennent le jour de marché juste avec un bâton, c'est pour garder, ils ont quelque chose. Il y a d'autres qui viennent pour vendre l'eau. Certains qui sont des courtiers, il y a d'autres qui viennent pour marquer les animaux. Il y a certains qui viennent pour charger les animaux, ils ont quelque chose. Donc les restaurateurs sont là, et les vendeurs de cordes sont là. Donc tout ceci-là en profite. Il y a la douane aussi qui prélève quelque chose, à part les recettes que nous venons de signaler tout de suite. Donc le marché, vraiment, ça joue beaucoup sur la vie de la population. C'est en 1969 que le marché à bétail de Guibo a été créé. Il a par la suite été modernisé en 1996 grâce au financement du projet de développement de l'élevage du Soum. Le marché est placé sous la direction de 3 organes, un conseil d'animation, un comité de gestion et un comité de contrôle. Chaque organe joue sa partition pour le bon fonctionnement du marché. Un marché devenu vital dans cette localité où l'élevage, facteur de lutte contre la pauvreté, constitue aujourd'hui la principale activité des populations locales. L'UNICEF remet au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation du matériel didactique 2500 bancs, 81 tentes et 162 kits scolaires, le tout d'une valeur de 172 millions de nos francs, ce dont va permettre à 7000 enfants d'avoir un espace d'apprentissage adéquat. C'est un pas, une avancée qui compte dans la marche vers l'objectif de l'éducation pour tous. Reportage signé de Sanoua, Christine Koulibaly. Bien que les indicateurs soient au vert en ce qui concerne le taux brut de scolarisation au Burkina, qui est aujourd'hui de 81,3% contre une prévision de 79,1% d'ici à 2015, des efforts restent à faire pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Des efforts qui doivent être consentis dans la scolarisation des enfants vulnérables, de ceux aux besoins spéciaux et dans l'amélioration du taux d'achèvement au primaire avec une attention particulière à l'égard des filles. Sur ces fronts, le département en charge de l'éducation peut compter sur l'UNICEF, un partenaire de longue date qui vient une fois de plus de tendre la main aux MENA à travers la remise de ce matériel didactique. Beaucoup d'enfants rentrent à l'école, au primaire, mais les taux d'abandon, de déperdition sont très grands, et notamment pour les filles. Et donc c'est vraiment un effort combiné de tous les partenaires techniques et financiers pour faire en sorte que l'enrôlement des enfants, mais aussi maintenir les enfants dans une éducation de qualité, se fasse et s'accroisse dans les années à venir. Composé de 2500 tableaux bancs, 81 tentes et 162 kits scolaires, ce matériel a coûté à l'UNICEF et ses partenaires 172 millions de francs CFA. Je ne peux que leur dire que donner ma satisfaction et la satisfaction du gouvernement pour ce qu'ils font et pour ce qu'ils continuent de faire pour nous. Et espérer également que d'autres partenaires emboîtent le pas, parce que comme je le disais tantôt, nous avons encore beaucoup d'enfants, et en majorité peut-être des filles qui sont assises par terre et qui continuent de se battre pour apprendre une lettre. En attendant que d'autres bonnes volontés n'emboîtent le pas, ce geste vient combler les besoins en mobilier et permettra à environ 7000 enfants de bénéficier d'espaces d'apprentissage nécessaires. À Bobo-Dioulasso, toujours, le cercle d'études, de recherche et de formation islamique éclaire les fidèles musulmans sur le thème de l'islam et expression des libertés individuelles. La conférence a mobilisé une forte participation des fidèles qui veulent se familiariser avec les principes de l'islam. Le reportage de Moumouni Barou. Islamologue et professeur de religion en Belgique, Jacob Maï est venu partager son expérience avec les fidèles musulmans de la ville de Sia sur un certain nombre de valeurs islamiques. Le conférencier a fait un tour d'horizon en rappelant aux participants quelques règles indispensables à suivre pour approfondir sa foi. Le principe de la liberté n'a pas été occulté, il a surtout été le point saillant de cette conférence, d'où le thème Islam et expression des libertés individuelles, fondement, principe et éthique.
La liberté d'expression dans le cadre de l'islam est une liberté qui est garantie fondamentale, qu'il faut sauvegarder par le principe de la constitution des pays dans lesquels nous sommes, sans aucun doute, mais islamiquement elle est inscrite dans la logique même de la croyance, de la spiritualité, puisque islamiquement on a le droit de croire ou de ne pas croire, d'adhérer ou de ne pas adhérer à une croyance, donc cette liberté est fondamentalement garantie. Et elle est la condition sine qua non de la liberté de l'individu, de l'homme. Et ma liberté en tant qu'humain est la condition de la liberté d'autrui. Pour les membres du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique, CERFI, organisateur de cette conférence, l'idée est d'éclairer la lanterne des fidèles sur les questions de liberté dans la religion musulmane. Nous avons eu l'idée d'organiser ce dîner-débat plutôt, parce que nous avons constaté que les libertés individuelles, c'est vraiment d'actualité. Et en islam, qu'est-ce que nous entendons par liberté individuelle? Qu'est-ce que son contenu? Nous avons effectivement fait venir notre frère pour nous éclairer là-dessus et nous donner vraiment tous les renseignements qui sont contenus dans ce thème. Les conférenciers a, au terme de son exposé, souligné qu'il n'y a pas de liberté tant qu'il y aura l'ignorance, la misère et la maladie. Il a par ailleurs ajouté que la liberté est fondamentale dans la religion, à condition que cette liberté n'entrave pas la liberté d'autrui. Le pasteur Jean Yamugo fonde un centre dénommé Centre Bétuel. C'est un lieu de prière et d'adoration construit à Tanguin-d'Assouri. Au-delà, il intègre un complexe scolaire et un lieu d'apprentissage des métiers. Bouma Ernest Nebié était à l'inauguration de ce centre et voici son reportage. Ce centre dénommé Bétuel, dont le coût n'a pas été dévoilé par son fondateur, le pasteur Jean Yamiogo, se veut un temple de prière, de délivrance et surtout de louange et d'adoration. C'est pour moi une grande joie quant à la réalisation de ce bâtiment. Je sais que, comme on le dit, est-ce que c'est entre les quatre murs que Dieu se trouve? C'est surtout dans notre cœur qu'il veut habiter. Et ce qui est important, c'est qu'il faut avoir au moins 4 murs pour recevoir des gens. Et c'est une légitime joie pour moi de pouvoir réaliser ce lieu pour que des gens soient à l'ombre, dans une sécurité pour adorer leur Seigneur. Et c'est l'un des objectifs vraiment que je visais depuis mon existence. Le fondateur ne compte pas s'arrêter à cette seule valeur spirituelle de son centre. D'une superficie de 2 hectares, le site du centre Bétuel va dans l'avenir abriter un centre d'alphabétisation, un complexe scolaire pour des activités socio-éducatives, un bloc de formation technique et professionnelle et des espaces d'initiatives innovantes et porteuses d'espoir pour le bonheur du peuple de Dieu. Le musée Sénoufo a été le cadre de célébration de la culture Sénoufo à Bobo-Dioulasso. La manifestation était organisée à l'initiative de l'association Nyamdio. Les membres de l'association et les admirateurs de la culture Sénoufo ont baigné une journée durant dans une ambiance des us et coutumes des pays Sénoufo. Reportage signé de Wigia Rokiasano. C'est au rythme des sonorités du terroir que l'association Nyamdio a sonné la mobilisation de ses membres et sympathisants autour des valeurs culturelles et sociales des Sénoufo. Pendant une journée entière, petits et grands ont effectué un retour aux sources pour revisiter les pratiques ancestrales. Pour cela, le centre culturel René Fournier, encore appelé le musée Sénoufo, fut un passage obligé. Nous avons trouvé aussi que le cadre s'y est bien pour retrouver tous les Sénoufos, tous les regrouper, pour faire famille ce jour-là et surtout pour amener nos enfants à s'intéresser à cette culture et qui doivent prendre la relève. Quelle alternative pour une mobilisation sociale autour de la sauvegarde de la culture et celle Sénoufo en particulier? C'est sous ce thème qu'a été célébrée cette première journée de la culture Sénoufo. Le parrain de l'événement, le ministre Moussa Ouattara, a par la voix de son représentant félicité et encouragé l'association Nyamdio pour une telle initiative. Tout développement doit se fonder sur un socle culturel. Et je pense que des manifestations de cette nature permettent
aux générations actuelles et aux générations à venir de s'inspirer de ce qui est passé pour construire l'avenir. L'association Nyamdio se dit déterminée à toujours œuvrer dans ce sens. Pour cela, elle entend pérenniser cette manifestation qui permet les retrouvailles, le partage et la communion entre les membres de la communauté sénoufo de la ville de Sia et de ses environs. C'est la fin de cette édition. L'information continue à 22h15 avec Aboubacar Sagnon. Bonne suite au programme sur la RTB.